Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va refaire un épisode sur le podcast 108 milliards avec Jonathan Sardas, donc le directeur de l'école de Rose Méthode Paris Centre. Alors, on va rigoler d'abord, parce que il paraît qu'à chaque fois que je fais mes bonjours à tous, j'ai une voix de chroniqueuse de radio des années 90. J'arrive pas à le faire de manière naturelle, mais c'est pas grave. On va le faire quand même. Donc, j'ai tenu à te réinviter, Jonathan. Bonjour déjà. Bonjour Mounia. J'ai tenu à te réinviter parce que dans l'épisode précédent, on a un peu refait le monde, toi et moi. On a parlé de ce chemin de crête un peu entre le bonheur, le développement personnel, en gardant justement les pieds sur terre, en restant lucide, en ne rentrant pas dans une illusion qu'on est heureux / mieux que les autres. Et on a partagé un peu respectivement nos expériences là-dessus. Et surtout toi, ça fait 14 ans en fait que tu enseignes la De Rose Méthode, donc tu as eu pas mal de choses à nous partager. Mais ça faisait déjà un bon épisode. Et donc à un moment, on était fatigués, on avait envie de faire une pause, on s'est arrêté. Et aujourd'hui, on fait un nouvel épisode, plus justement sur la partie, ok, c'est quoi la De Rose Méthode ? Quels sont ces outils qui, toi et moi, et des milliers d'autres personnes, nous ont aidés à nous sentir mieux, à augmenter notre conscience, notre concentration. Donc c'est un peu le but d'aujourd'hui. Ça marche. Merci Mounia pour cette invitation et partager en effet cette passion qu'on partage tous les deux pour ces outils de Rose Méthode. Je dirais que juste en introduction, il y a deux piliers, deux axes différents. Il y en a un qui est très physiologique et de prendre un peu tous les meilleurs outils pour se sentir bien, gagner en vitalité. Et toute une partie de comment on interagit, en fait, comment on utilise ces outils-là dans le quotidien, comment on gère mieux une émotion, comment on se concentre. Voilà, donc il y a une partie très interne, personnelle, et une partie interaction, intelligence émotionnelle qui va être importante. Ok, donc deux grands piliers, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu entends par physiologique ? Physiologique, comment est-ce qu'on peut créer les meilleures conditions vraiment au niveau du corps, en fait, du corps, des émotions, du mental, comment est-ce qu'on va respirer mieux, comment est-ce qu'on peut développer la conscience corporelle à travers la force, la souplesse, comment on va apprendre à décontracter le corps, se concentrer, tous les éléments en fait qui travaillent vraiment sur la base de la base, sur notre corps, sur nous-mêmes, sans avoir d'outils particuliers extérieurs. Oui, et c'est quelque chose du coup que moi je constate beaucoup dans ma vie d'humaine, on va dire, mais aussi à travers tous les personnes que j'accompagne en coaching, c'est que on peut discuter, on peut, moi j'apprends aux gens à reprogrammer leur cerveau. On peut reprogrammer le cerveau tant qu'on veut. Si on a mal dormi, on a mal dormi en fait. Du coup, on n'est pas bien. Si on mange, si on a eu un repas trop lourd, on a mal au ventre et en fait toute notre énergie est occupée à regarder ce qui se passe dans le ventre et du coup on n'est pas concentré sur notre réunion ou sur la présentation qu'on doit préparer. Donc c'est un peu ça la physiologie, c'est de se dire comment est-ce que au niveau de mon corps je vais mettre les meilleures conditions pour déjà me sentir bien, mieux profiter de ma vie et gagner en concentration, en performance. Est-ce que c'est ça que tu évoques ? Ouais, on a deux éléments clés. On peut résumer en fait la question un peu de la performance individuelle à deux éléments clés, à deux facteurs clés. Un, la vitalité, c'est est-ce que je me sens en forme. Et le deuxième élément, est-ce que je suis présent, concentré. Et l'un va influencer l'autre. D'ailleurs, plus je suis en forme, plus je vais pouvoir me concentrer. Mieux je me concentre, moins je perds d'énergie. Et souvent, c'est ces deux facteurs clés qui vont faire une différence énorme entre ce que j'ai envie de réaliser et ce que je fais vraiment dans la journée. Combien de fois on s'est réveillé le matin en disant « Ouais, j'ai envie de faire ça, ça, ça ». On a posé la journée sur le papier, on s'est posé ses objectifs. Mais on arrive à la fin de la journée, c'est pas réalisé du tout de la façon dont on souhaitait. Et parfois, le seul élément clé, c'est juste qu'on n'avait pas l'énergie nécessaire pour y arriver. Donc, quand on veut booster en fait le potentiel d'un individu, le premier truc qu'on a à faire, c'est d'être plus en forme, d'avoir plus d'énergie. Et comment on fait pour être plus en forme ? On dort bien ? Ça suffit ? On dort bien, ça fait déjà du bien, c'est la base. Mais on peut se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire dormir bien en fait. Dormir bien, c'est déjà avoir la capacité à se décontracter, à se relâcher. Ce qui fait que souvent on s'endort pas, c'est qu'on est trop tendu pour arriver à l'état de sommeil. Donc une chose, c'est déjà apprendre à se décontracter, mais une autre chose, c'est quand on manque éventuellement de sommeil, d'utiliser la décontraction aussi comme un biais pour se recharger.
Donc la détente, c'est un des éléments, mais c'est pas le seul. En fait, si on faisait que se détendre, bizarrement, on serait aussi fatigué. D'accord. Si on passe toute la journée dans notre canapé à dormir, on n'est pas plus en forme en fait. C'est vrai, j'ai déjà expérimenté d'être fatigué, de m'être trop reposé. On a tous testé la journée entière dans le canapé. C'est pas elle qui amène de l'énergie. C'est un savant mélange, une alternance entre des moments de repos, de décontraction profond et des moments aussi de stimulation. Donc, on va amener en fait dans nos outils, justement, je parlais d'outils physiologiques, on pensera donc à respiration, décontraction, force, souplesse, concentration, méditation, toute une boîte à outils très concrète pour l'individu. Ces outils-là, on va les utiliser dans deux sens. Certains pour stimuler et d'autres pour détendre. D'accord. Et c'est justement pour avoir ce savant mélange de stimulation et de décontraction. Si tu es très stimulé, qu'on te bouge et qu'en même temps, tu gaspilles pas cette énergie, parce qu'il y a des gens qui sont pleins d'énergie, mais ça part dans tous les sens. Il y a de la tension, ils s'énervent, etc. Et c'est pas ça qu'on souhaite non plus. On souhaite pas l'énergie type artificielle ou type trop tendue, en fait. Ouais, donc le 10e café à 11h du matin, par exemple. Exactement. Et donc, on va avoir besoin à la fois de stimuler, d'être à un haut niveau de vitalité, mais en même temps d'être profondément détendu. Il y a un espèce de paradoxe ici, de truc à trouver en fait dans la façon de nourrir le corps, on va dire, dans la façon dont on le travaille pour avoir les deux éléments. Ok. Et très concrètement, donc il y a une boîte à outils. Les gens, alors moi je sais parce que j'en fais depuis 5 ans, mais pour ceux qui savent pas, les gens qui veulent accéder à ces outils de la De Rose Méthode, ils commencent par quoi concrètement? Ils commencent par quoi? C'est assez simple. Il suffit qu'ils viennent à un de nos cours. Et déjà, en venant à un cours, on a des cours d'1 heure, en fait, sur des cours pratiques. Ouais. On a des ateliers qui durent aussi entre 1 heure et 2 heures, quasiment chaque semaine. Donc, c'est faire un premier cours, découvrir les outils. Maintenant, si on veut les décrire un peu ensemble, ça commence par quoi? On commence déjà par apprendre à respirer. Parce que c'est un peu la base de la base, en fait. Bizarrement, on n'a pas des cours de respiration à l'école, en école primaire. On nous apprend un tas de matières qui nous servent, certaines et d'autres un peu moins, mais personne nous a appris juste à respirer. Et en fait, par cette respiration, on va atteindre déjà nos deux objectifs que je t'ai posés juste avant. Un, stimuler, l'autre, détendre. Exemple, en respirant de façon plus profonde et plus lente, on va avoir tendance à décontracter le corps. Quand on est en moment de repos, qu'on est chez soi, qu'on est dans le canapé, qu'on est en train de dormir, la respiration est lente et la respiration se fait par le ventre. Dans les moments de tension, à l'inverse, la respiration est très courte. Et donc déjà, apprendre à respirer de façon plus profonde va nous aider à nous mettre dans un état de décontraction et de détente qui va être favorable à se recharger. Et à l'inverse, exactement le même entraînement de respiration, on peut faire par exemple une technique de respiration rapide. On va apprendre à inspirer, expirer de façon très forte et très bruyante pendant 1 minute, pendant 2 minutes. Ça va booster de façon exceptionnelle le niveau d'énergie, de vitalité. Donc on peut jouer avec ces deux dynamiques dans une même pratique de quelques minutes de respiration. Certaines techniques pour stimuler, d'autres pour décontracter. Et les deux ensemble va faire qu'on va sortir de ça en se sentant à la fois avec de l'énergie et en même temps détendu. Parce que la plupart du temps, on a des activités qui nous amènent soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire qu'on a certaines discussions, une balade qui nous amène de la vitalité, mais on n'est pas forcément détendu. À l'inverse, quand on court beaucoup, on va courir pendant 1 heure, on a gaspillé toute notre énergie, donc on est détendu. On a tous un peu expérimenté ça, de faire un truc physique très intense et de le sortir et d'avoir un état de détente, sauf qu'on est fatigué. On a envie de dormir après. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu les deux en même temps. C'est-à-dire avoir un truc qui nous booste et en même temps qui nous relâche. C'est un peu la magie de ces techniques-là, c'est de combiner les deux de façon profonde. Et du coup, c'est un truc qu'on peut faire le matin. Tu peux te faire ton 7h, 8h, 8h, 9h ou 4h, 5h en fonction des heures à laquelle on se lève. Et après, être au top, en fait, pour bien démarrer ta journée. Mais exactement de la même façon, on a des gens qui viennent à 7h, à 8h du soir et ça va être leur conclusion de journée, ça va faire qu'ils vont se sentir bien, justement, qu'ils vont bien dormir, qu'ils vont bien enchaîner leur journée d'après. Et donc, en fait, cette association détente-stimulation, elle est intéressante pour se projeter ensuite dans les choses qu'on va vivre dans les jours suivants. Ok, donc on commence par de la respiration. Quand on arrive, on respire. Et ensuite, on fait quoi? Alors, ce qui est intéressant avec la respiration, c'est que ça va préparer aussi aux autres techniques qui viennent juste après. Une fois qu'on a fait un bon entraînement de respiration, on va passer par un entraînement profond de force et de souplesse. Souvent, donc ça, c'est des postures de yoga. Ça se base sur le yoga antique. Notre méthode, elle est plus large, on va dire, que cette partie juste yoga, mais on va avoir en effet toute une partie
position, posture, force, souplesse, équilibre, qu'on va travailler. On a une façon de les travailler qui est assez spécifique, qu'on va rester dans les positions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cours de yoga où on passe d'une position à l'autre de façon très rapide, ce qui est intéressant en termes un peu cardio et intensité de la pratique, mais on perd la qualité de perception du corps. Ce qui va nous intéresser aussi à travers toutes ces techniques, je parlais en termes de résultats physiologiques, c'est booster le niveau d'énergie, booster le niveau de concentration. Mais ce qui va nous intéresser dans chaque technique, c'est de développer le niveau de perception de tout ça. Ce qui va faire qu'on est en mesure, en capacité de mobiliser ces outils, de mobiliser notre corps, c'est la capacité à le percevoir, à le ressentir. Et donc, quand tu dis ça, un bon pratiquant de Rose Méthode, c'est pas forcément quelqu'un qui fait des postures de yoga de ouf, qui met son pied à côté de sa tête. Parce que je dis ça parce que je suis venue avec un ami il y a pas longtemps et il était « Oh là là, mais t'étais trop forte et puis les autres, ils étaient très forts et moi, je suis pas souple. » Et ça le bloquait. Alors que si ça se trouve, il perçoit beaucoup mieux ce qui se passe en lui que d'autres gens qui font des trucs de fou. Ouais, en fait, quand on dit on va entraîner de la souplesse dans un cours, la première réaction, c'est forcément de dire « Ah non, mais moi, je suis pas souple, donc c'est pas fait pour moi. » Et en fait, ça n'a pas grand-chose à voir. Ce qui nous intéresse, c'est de stimuler le corps. La souplesse va être un des facteurs pour stimuler le corps, mais on peut être dans une position, être concentré dans la position, avoir une visualisation associée avec la respiration, mettre un tas d'éléments qui vont faire qu'on va sortir du cours et on aura boosté notre niveau de vitalité. Donc en effet, le résultat physique, c'est pas lui qui détermine si on est un bon élève, un mauvais élève. D'ailleurs, il n'y a pas tellement cette notion, on va pas donner des bons points pour dire voilà, toi t'es bon, toi t'es pas bon. C'est pas la question. C'est beaucoup plus de se faire plaisir, de ressentir le corps. Peu importe en fait le résultat au niveau physique. Ce qui va nous intéresser, par contre, c'est qu'on sort du cours et on a réussi vraiment à booster notre énergie, on a réussi à se détendre, on a réussi à être plus concentré. Ces éléments-là, ils vont être importants et ils viennent de la combinaison des bons facteurs et de l'enchaînement des bonnes techniques. Un rythme respiratoire, on va apprendre d'abord à respirer, mais on va aussi mettre un rythme dans la respiration. On va découvrir qu'on a 4 phases dans la respiration, l'inspiration, la rétention avec air, l'expiration, la rétention sans air. Donc, on peut jouer avec ces phases-là. On va jouer avec ces phases-là dans une position. Par exemple, on est en train de travailler une position de souplesse. On va l'associer avec la respiration. Et c'est cette ingénierie, un peu cette connaissance des années d'expérimentation, en fait, de ces outils qui fait que on donne un cours et l'élève, lui, il n'a pas forcément les tenants et les aboutissants de ce qui se passe derrière, les rouages, le mécanisme derrière, mais le prof a choisi de façon intelligente par sa formation comment il va enchaîner les techniques et il sort du cours et dit « Ah, je me sens bien ». D'ailleurs, juste la formation pour être prof de Rose Méthode, c'est comme les autres formations de yoga, c'est 3 semaines à Bali ou en Inde et on est prof ou ça se passe comment? Aujourd'hui, dans le yoga, il y a plein de gens qui le prennent, je pense, au sérieux. Les gens parlent de 100 heures, 300 heures qui font dans leur formation. Donc, je pense qu'il y a plein de formations qui sont sérieuses aujourd'hui. Maintenant, bien sûr, il y a un peu de tout, ce secteur-là. Nous, notre formation, elle se passe d'abord par le fait de connaître un élève. C'est-à-dire, on prend pas en formation professionnelle quelqu'un qui est pas déjà dans nos cours de façon régulière. Donc, souvent, il y a déjà une phase qui peut être pour certains au bout de 2 mois. Moi, c'était mon cas. Au bout de 2-3 mois, j'avais envie d'être professeur parce que j'adorais ça et que ça m'a touché tout de suite. Et d'autres personnes, ça va être au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, on dit, ah, peut-être que, et si j'en faisais une profession? Donc, déjà, il y a cette phase-là. Et ensuite, la préparation, on va dire, de départ, elle dure à peu près 1 an et demi. Oui. Donc, on a 1 an et demi de formation, de préparation. Parce qu'on n'a pas uniquement cette partie, justement, yoga, méditation, respiration, technique. On a aussi, c'est un travail d'évolution, de développement personnel, de croissance, d'être capable d'interagir avec des élèves, de transmettre quelque chose, de se positionner. Donc tout ça, ça va prendre du temps, de la maturité. Et même après 1 an et demi, on débute en fait. On est au bout d'1 an et demi, on passe des examens et on est professeur assistant. Oh. C'est là qu'on va continuer à être formé. On a un moniteur qui nous accompagne. Et la première phase de formation, elle dure 4 ans. Donc au bout d'1 an et demi, on peut commencer à donner des cours, mais on va avoir une formation qui dure 4 ans. Et de ce que j'ai compris, même une fois qu'on a fini ces 4 ans, vous passez des examens chaque année, il y a pas? Ouais, on est réévalué chaque année. C'est un système en fait de réseau d'écoles. Donc on a une centaine d'écoles dans le monde, et donc chaque année les écoles se réunissent pour évaluer tous les professeurs, peu importe le nombre d'années qu'on a d'expérience. Alors dès qu'on pense examen, ça fait peur un peu. On est un peu en mode comme si on était revenu à l'école, mais en fait c'est surtout un moment d'apprentissage et de partage. C'est-à-dire
après des années, le fait de donner un cours devant des collègues, ils vont nous donner des tips, ils vont nous dire telle chose, pense à telle chose. Ça va être toujours en fait plus un partage de connaissances et d'apprentissage que un examen. Quand on le fait la première fois, oui, là, ça va être la sensation est vraiment celle un peu d'examen d'entrée à l'école, d'entrer dans une grande école ou autre. Mais avec les années, c'est beaucoup plus une façon de se reconnecter au fait d'apprendre, d'être dans quelque chose de vivant dans son propre enseignement, plutôt que voilà, les années passent et je transmets des choses que j'ai appris il y a 20 ans. Oui, effectivement, c'est plus ça qui est hyper intéressant, c'est la philosophie de se dire, en fait, vous êtes en formation continue, quoi, et entre profs, justement, avec le réseau des élèves, vous garantissez les uns les autres que vous allez rester, entre guillemets, à la pointe. Ouais, il y a une qualité d'enseignement, je pense, qui se fait de cette façon-là dans toutes nos écoles. Donc, il y a une centaine d'écoles dans le monde, mais chaque école a un directeur. Ce directeur va accompagner aussi les profs, va choisir les profs. Il y a une qualité, je pense, qui s'exprime par cette exigence dans la formation. On parle souvent de façon très enthousiaste de respiration, de force, de souplesse, mais c'est des outils où on travaille vraiment sur le corps, on travaille sur nos émotions, on travaille sur nos pensées. Je considère que c'est important de le faire avec responsabilité. Et on va confier une classe d'élèves à un prof. Voilà, quel est son bagage technique, quelle est sa compréhension des difficultés des élèves, comment est-ce qu'il peut les orienter. Je pense que c'est un sujet, voilà, c'est super efficace, mais justement parce que c'est efficace, je pense qu'il faut le prendre aussi avec sérieux et avec un apprentissage qui se fait dans la durée. Ok. Bon, parenthèse fermée sur la formation de professeurs. Revenons donc au cours. Donc pour des débutants, donc ils arrivent en classe. Ça ressemble de l'extérieur quand on arrive à un cours un peu de yoga, méditation. Donc on a de la respiration. Ensuite on a des postures de force et de souplesse. Qu'est-ce qui se passe après? Ouais, équilibre, force, souplesse. Donc notamment les positions d'équilibre vont travailler la concentration de façon très intéressante. Ça va être aussi l'équilibre va être un excellent travail neuronal en fait pour maintenir l'équilibre. On va être obligé de mobiliser des capacités de façon très intéressante. Un savant mélange entre force et souplesse, ça dépend des jours. Il y a des jours où on a envie d'aller vraiment de façon très intense physiquement et des jours à l'inverse, on a envie d'être plutôt dans quelque chose de cocooning, de se faire du bien, d'y aller très tranquillement. Et il n'y a pas une pratique qui est meilleure que l'autre, c'est juste ça dépend le focus qu'on veut mettre. On a des critères déjà là-dedans, dans ce déroulé de force souplesse, on a des critères assez précis en tant que professeur pour construire une bonne pratique. On va notamment prendre en compte les mouvements de la colonne vertébrale. On va essayer de mettre toujours dans une pratique un certain nombre de flexions en avant, de flexions en arrière, de torsions, de flexions latérales, d'extension de la colonne, pour que d'une certaine façon tout le travail qu'on a fait soit efficace, mais soit aussi équilibré. Un exemple d'une pratique qui pourrait ne pas être équilibrée, si on fait que des flexions en arrière. Tiens, aujourd'hui, le prof a décidé, parce que il trouve ça chouette, il trouve ça joli, de mettre que des flexions en arrière. C'est la meilleure façon de se faire mal au dos. Parce que c'est un mouvement qui en lui-même déjà est moins naturel. Si je te fais tomber un stylo par terre, la tendance c'est que tu fasses une flexion en avant, tu descends vers l'avant pour prendre ce stylo et tu fais pas une grande flexion en arrière, même si c'est joli, pour aller chercher ce stylo. Non, on a une blague au Maroc, on dit où est ton oreille, Toto? Et Toto fait comme ça. Alors les auditeurs ils verront pas, mais à la caméra ça se verra. Il touche l'oreille qui est la plus loin de sa main. Donc c'est un peu ça, si on faisait une flexion en arrière. Voilà, on a le truc qui est naturel en fait physiologiquement, c'est d'aller vers l'avant. Et donc ça c'est un truc très simple, mais qu'il faut prendre en compte dans la construction d'une pratique, parce que on peut par exemple rester 5 minutes dans une flexion en avant et on va rester par exemple 30 secondes dans une flexion en arrière si on veut que ça se fasse de la façon la plus naturelle possible. Donc un bon mélange, une bonne combinaison de ces outils-là. On revient un peu à la base de ce qu'on se disait au début de l'épisode, stimulation et détente. On va retrouver de la même façon que dans la respiration, on a des techniques de respiration qui vont travailler stimulation et détente. C'est la même chose avec les positions de force, de souplesse et d'équilibre. On peut faire par exemple une bonne flexion en avant qui va viser la stimulation parce qu'elle positionne le bassin, elle positionne la colonne vertébrale dans une direction où le bassin est stimulé. On va avoir des positions de force aussi qui vont travailler la stimulation. On peut mettre le corps en V, par exemple, les jambes soulevées et le dos, on se dit ah tiens, ça travaille mes abdos, très bien. Donc c'est vrai que ça travaille les abdos, c'est une bonne chose, renforcer les abdos et les dorsaux. Mais c'est une utilité encore beaucoup plus forte. À partir du moment où on place le corps en V dans cette position, la tendance c'est qu'on a une stimulation du bassin. On va concentrer notre vitalité, notre énergie va se concentrer à la base puisque le dos descend
vers le bassin et les jambes descendent vers le bassin. Donc, on va avoir toute une stimulation du bassin qui est extrêmement intéressante. Et avec les années, on va dire, de pratique, d'expérience, d'enseignement, on va pouvoir associer cette technique-là. Par exemple, on fait cette position en V et juste après, on va faire une flexion en avant parce que ça a tendance à amener de la vitalité vers la tête, par exemple. Et donc, on va pouvoir jouer un peu avec ces techniques en fonction du résultat qu'on veut, qui va être soit à nouveau plus de détente, autre exemple, là, j'ai donné 2 exemples de stimulation. Un exemple de position qui va détendre, c'est les torsions. Par exemple, une torsion sur le côté, on est assis au sol, on a la main contre une jambe, on regarde au côté opposé. Le principe d'une torsion, c'est qu'on a le bas du corps dans une direction et le haut du corps qui va dans l'autre direction. Et ces torsions, en général, elles sont excellentes pour décontracter les muscles du dos. Donc là, on va pas avoir un effet de stimulation. Tu peux faire 10 torsions. Tu vas pas te sentir que ça te booste ton énergie. Par contre, le fait de relâcher les muscles du dos, tu vas sentir un effet de détente. Donc, on va associer ces techniques-là. Là, ça dépend des cours. Dans un cours très débutant, il peut être très physique. Donc, ça peut être peut-être 5-10 minutes de respiration au début, 30-40 minutes de position de force, souplesse et équilibre. Et une fois qu'on a fait tout ça, dans un cours un peu plus débutant, on a quand même déjà tous ces outils techniques. On va faire une longue décontraction. C'est toujours intéressant une fois qu'on a fait un travail physique de façon intense, il y a différents niveaux d'assimilation, en fait, pour le corps. Le corps, il peut avoir simplement fait les exercices, mais il reste tendu et donc, ça lui a déjà fait du bien, mais on va décupler l'effet, en fait, de cette stimulation et de cette détente à partir du moment où on fait une longue décontraction à la fin. C'est comme si, d'une certaine façon, on laissait le temps à l'eau de rentrer dans la terre, en fait. La terre a du temps pour assimiler, pour absorber. Donc, la longue décontraction à la fin, on va apprendre à relâcher chaque partie du corps, à rentrer volontairement dans un état profond de décontraction, va être excellent pour assimiler toute la vitalité qu'on a pu stimuler juste avant. Mais ça, même que ce soit dans notre pratique de Rose Méthode ou dans tous les sports, il y a plein d'études scientifiques qui montrent que les athlètes ont des meilleurs résultats quand ils associent des temps de récupération qui sont significatifs que quand en fait ils s'entraînent sans récupération, quoi. Oui, c'est la même logique qui veut qu'un entraînement physique très intense, on va laisser par exemple une journée de repos. Et là, à l'intérieur de la pratique elle-même, il y a cette sagesse. On stimule à travers la respiration et techniques corporelles. On a déjà, comme je l'ai dit, la logique de détente à l'intérieur des positions, mais on va laisser un temps pour que les choses se manifestent, en fait. Sinon, c'est comme si on était en permanence en train de travailler, mais on prend même pas le temps de célébrer la victoire ou d'être content de ce qu'on a réalisé. Là, c'est un peu ça la dynamique. On a réalisé plein de choses. On prend du temps, les muscles se reposent, les muscles se relâchent, et c'est là que va émerger, va faire surface, va remonter à la surface tout le travail qui vient d'être effectué auparavant. Et au passage, c'est aussi un moment délicieux. C'est-à-dire, c'est le moment de plaisir, de détente, rien que le fait de se décontracter de façon profonde. Quand on sait bien le faire, c'est super agréable. Donc, c'était juste pour ça, en fait, juste la décontraction. Pour la décontraction, ce serait déjà excellent. Et puis, c'est un excellent moment pour... donc là, je fais le lien avec le premier épisode qu'on a enregistré ensemble. C'est un excellent moment pour la visualisation. Pourquoi est-ce que quand on est justement dans ce moment de décontraction, c'est idéal pour mentaliser, pour visualiser nos objectifs, etc. En effet, ouais, on revient là à tout le sujet de visualisation, parce qu'il y a 2 choses. Visualisation, la puissance d'une visualisation vient de notre capacité mentale à projeter une image, vient de notre capacité à imaginer, à créer et créer avec puissance. Donc ça, c'est la capacité, le potentiel, la puissance. Sauf que cette puissance-là, elle se projette sur quelque chose. Et là, en l'occurrence, se projette sur nous. Quand on a envie de mentaliser quelque chose pour soi, j'ai envie d'imaginer que j'arrête de fumer, que je deviens plus sympa avec mes collègues de travail, que je suis plus heureux, que n'importe quoi, peu importe l'objectif. Que je gagne 100 millions d'euros. Qu'on gagne 100 millions d'euros. On a posé un truc pour soi. Et donc, en fait, on est à la fois l'émetteur de cette mentalisation et le récepteur de cette mentalisation. Et donc, en tant qu'émetteur, en effet, ça va être beaucoup plus la capacité d'imagination, de concentration, de projection mentale. Mais cette capacité de réceptivité, en fait, va dépendre de la capacité, de la profondeur de la décontraction. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train d'essayer de faire en mentalisant, c'est pas seulement de toucher le conscient, c'est aussi de toucher l'inconscient. Parce que consciemment, on peut se dire, OK, super, je veux gagner 100 millions. Sauf qu'il y a un tas de biais inconscients et d'éléments inconscients et de peurs qui nous amènent vers le sens contraire.
En fait, j'aimerais être riche, célèbre, tout ce que tu veux. Bah, l'argent, bon, c'est un peu caricatural, Oui, mais c'est un bon exemple parce que souvent les gens, par exemple, ils ont des croyances que les gens riches sont méchants. Donc, bah, ils disent qu'ils veulent gagner 100 millions, mais en fait, ils ont pas envie d'être méchants, donc ils s'auto-sabotent, quoi. C'est caricatural, hein, ce que je dis, mais. Mais en effet, peu importe l'objectif qu'on va se fixer, il y a un tas d'éléments inconscients qui fait que peut-être jusque-là, on n'y est pas arrivé. Et donc, ce qu'on va vouloir, en fait, c'est que cette projection de mentalisation, elle reste pas juste en surface. C'est pas juste, et c'est pour ça que parfois certaines approches de coaching où tu me disais, bah oui, là, on va avoir un travail physiologique par rapport à juste se le parler et se le dire ensemble. C'est ok, je veux reprogrammer mon cerveau, je veux être comme ci, je veux être comme ça. C'est déjà un super travail. C'est le travail de base. Mais il va se passer plein de choses au niveau inconscient qui va faire que les choses ne se passent pas. Et en fait, une des meilleures façons d'accéder à ce niveau inconscient est d'être dans un état profond de décontraction. Au passage, c'est ce qui va se passer exactement chaque nuit dans nos rêves. Sauf que quand on est en train de dormir, on est en train de dormir. On n'est pas éveillé. Et donc, on n'est pas conscient. Donc, on a très peu de capacité de reprogrammation. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On vit les mêmes rêves encore et encore. Je sais pas si vous avez déjà testé de d'écrire vos rêves au réveil, de commencer à essayer de se souvenir des rêves. C'est pas facile. Pour certaines personnes, c'est très facile. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile. Mais quand on va commencer à les sonder, à regarder ce qu'on rêve, on va se rendre compte qu'en fait, on répète encore notre vie émotionnelle et inconsciente est souvent en looping sur plein d'éléments. Donc nous, rationnellement, mentalement, consciemment, dans notre journée, je veux changer telle chose. Mais il y a toute la partie immergée de l'iceberg qui, en fait, est extrêmement lourde et nous empêche, en fait, de développer un tas de choses. Et donc, dans les rêves, c'est extrêmement dur de se reprogrammer, par exemple, parce que notre conscience est très réduite. On vit un petit peu dans le rêve, on est un peu conscient de certaines choses, on essaye de changer certaines réactions, mais la plupart du temps, on est pris dans l'émotion. On est pris par les choses qu'on vit dans le rêve, on a peur, on a du désir, on vit le truc simplement de façon très primaire, très instinctive. On a peur, on fuit, on se défend, on se bagarre. Très peu de gens se sont posés dans un rêve, assis en tailleur et se disent, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais de cette situation? Il y a un grand méchant qui arrive, je l'entends au loin, comment je vais réagir? Et si on avait cette capacité dans le rêve, évidemment qu'on pourrait se rendre compte que c'est qu'une illusion, que c'est que notre peur qui nous fait imaginer ce grand méchant et qu'on est dans un rêve qui n'existe pas. Et donc, si on avait la capacité de perception et de conscience dans le rêve, on transformerait complètement nos situations émotionnelles. Et donc, en fait, la décontraction profonde, elle va amener ça. Elle va nous amener d'être à la fois proche de cet état de rêve, tout en étant conscient et lucide. Donc, ce petit bonhomme assis en tailleur dans le rêve, d'une certaine façon, métaphoriquement, c'est lui qu'on va avoir dans notre décontraction profonde. On va être décontracté, mais le prof, il va nous dire quoi dans la De Rose Méthode en décontraction? Il va commencer la décontraction en nous disant « Restez lucide et éveillé ». Surtout, vous endormez pas. Vous endormez pas, parce que naturellement, quand on s'allonge sur le dos, on est un peu fatigué de la veille, de la journée, etc. Bah, il y a les tout débutants parfois qui s'endorment. C'est pas grave en soi qu'une ou deux fois on soit endormi, mais il faut essayer de s'habituer à rentrer dans un état profond de décontraction tout en restant éveillé, lucide, pour pouvoir justement visualiser des choses ensuite. Donc, décontraction profonde, on assimile tout le travail qui a été fait auparavant, et là, on va commencer à faire un travail de visualisation de choses qu'on souhaite, en fait. Et là, il n'y a pas ça revient à tous les épisodes que t'as déjà donné ou celui qu'on a enregistré ensemble. Pas de limite à ce qu'on peut visualiser. On va imaginer ce qui est important pour soi. Ça peut être émotionnel, ça peut être mental. Mais c'est en effet une des meilleures façons de s'imprégner, d'avoir un impact de visualisation. C'est d'associer la technique de visualisation à une technique de relaxation profonde. Super. Donc là, si je récapitule, donc, un élève débutant, il arrive en cours, il apprend à respirer, il devient un peu plus souple, plus fort, et puis il travaille son équilibre. Ensuite, il se décontracte. Et après? Ouais, donc il apprend à respirer, et je dirais surtout, il apprend à être plus conscient de ces différentes choses. Il apprend à être plus conscient de sa respiration, la rendre plus profonde, être plus conscient de son corps. Comme on l'avait dit, c'est pas forcément... Oui, il va être plus souple et plus fort, mais c'est une conséquence, on va dire, du travail. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il est plus conscient de son corps. Il le perçoit davantage. Il est capable de mieux interagir avec le corps. Il va être capable, en effet, après, de se décontracter de façon profonde. En tout cas, on va apprendre petit à petit à se décontracter de façon profonde. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a fait notre visualisation, on revient de la décontraction progressivement et on va être dans l'état idéal pour entraîner la concentration. La concentration, d'une certaine façon, c'est la finalité de tous ces outils. Si on devait, pour notre quotidien, améliorer une chose, ce serait le niveau de concentration. Plus on est concentré, plus on est présent, plus tout ce qu'on va vivre va être vécu de façon plus intense, de façon plus profonde, avec plus de plaisir. Donc si on prend toutes les capacités humaines,
Si on devait en choisir une à booster. Si on avait un génie dans une lampe et qu'on devait lui demander une Exactement. chose. J'ai posé cette question à mes élèves la semaine dernière. J'ai dit, vous avez un génie qui arrive là, vous choisissez quoi? Et ils m'ont dit, ils avaient des bons insights. Ils m'ont dit forme physique, ils m'ont dit la présence. Ils avaient déjà ces idées-là. Mais je pense que c'est un peu dans l'air aussi de l'école. Ils avaient déjà capté ça. Et en fait, oui, si le génie nous donnait vitalité infinie, on aurait résolu quasiment toutes nos questions, sauf si on savait pas utiliser cette vitalité. C'est-à-dire si elle part dans tous les sens et qu'à l'inverse, la vitalité nous sert à mieux écraser les autres, à partir dans tous les sens, à se cogner physiquement ou métaphoriquement dans tous nos projets, on va pas avancer, ça va pas avancer grand chose. Par contre, si on a une capacité de focus, d'amener l'attention, de rester concentré, là, on va être extrêmement puissant dans tout ce qu'on réalise. Donc, dans ce sens-là, on va avoir comme objectif, vraiment l'objectif, la finalité de toutes ces techniques, c'est un haut niveau de concentration. C'est d'ailleurs très lié à la question de méditation. On peut définir la méditation comme atteindre un haut niveau de concentration jusqu'à ce que les pensées s'arrêtent. C'est-à-dire qu'on soit tellement présent qu'on n'est plus en train de réfléchir, on n'est plus dans les pensées, on est simplement présent, attentif, concentré. Ça, c'est l'objectif des techniques. Et toutes les techniques auparavant, respiration, force, souplesse, équilibre, décontraction, visualisation, toutes ces techniques-là vont nous mettre dans les conditions idéales pour cet exercice de la fin. C'est très différent de faire notre exercice de concentration sans autres techniques par ailleurs. On peut l'entraîner, on peut se dire on va faire 2 minutes tous les soirs notre concentration, c'est très bien, mais ça va être encore plus efficace si on a tous ces exercices auparavant. Un exercice de concentration, de façon très simple, c'est prendre un objet et se concentrer dessus. Une image, un son, de façon simple, le plus simple possible. On pose l'attention dessus et on reste concentré. Donc, c'est l'exercice le plus simple, mais d'une certaine façon, le plus difficile. Et oui, parce que justement, il y a plein de gens qui me disent « Ah, je sais pas méditer » parce que ils essaient de se concentrer. Je sais pas, on va prendre l'image d'un coucher de soleil. Et ils me disent « Mais mon cerveau, il n'arrête pas d'aller penser à autre chose. » Et moi, ce que je leur réponds, de ce que j'ai compris, mais tu vas me corriger peut-être, c'est « Mais non, en fait, se concentrer, c'est observer que ton cerveau est parti et le ramener. Et faire ça inlassablement. » Je dirais que déjà, si les gens perçoivent qui sont déconcentrés, qui sont distraits, c'est déjà un bon début, en fait. Et en effet, comme tu le décris ici. Là, beaucoup de gens viennent me voir en me disant, j'ai des problèmes de concentration, je suis tout le temps distrait. Et en fait, on a tous des problèmes de concentration. Se concentrer, c'est extrêmement difficile. Rester attentif, ne serait-ce que pendant 1 minute, c'est extrêmement difficile. Et donc, dans ce sens-là, en effet, le début, les premières années d'entraînement, c'est pas, en effet, être parfaitement concentré, rester parfaitement concentré, c'est ramener l'attention. Ok, je me suis dispersé, je ramène tranquillement l'attention sur mon objet de concentration. Est-ce que du coup, ça sert à quelque chose? Donc, on comprend que toutes les techniques précédentes, si on reste sur ce sujet de la concentration, toutes les techniques précédentes sont extrêmement utiles pour être dans le meilleur état pour réussir à se concentrer le mieux possible. Mais du coup, est-ce que ça sert à quelque chose? Moi, je vois plein de gens qui font de la méditation ou qui ont des applis et qui, par exemple, vont s'asseoir. Alors, en plus, ils sont pas habitués physiquement, donc ça leur fait mal aux jambes, mais ils vont s'asseoir en tailleur pendant 1 heure. Est-ce que tu conseillerais aux gens de commencer par 1 heure où ils sont assis et ils essaient de se concentrer sur l'image du coucher de soleil? Alors souvent, les techniques qui sont transmises dans les apps vont quand même associer plusieurs techniques, vont associer notamment respiration, visualisation. Donc il y a un peu le début de notre propre logique en fait. C'est juste qu'on va le faire de façon plus poussée, peut-être plus méthodique, plus structurée. Mais il y a déjà souvent cette logique-là d'avoir un peu de respiration, un peu de visualisation, juste un niveau peut-être un peu plus initial de ce travail-là. Par contre, en effet, tu touches du doigt une question qui est intéressante, c'est est-ce que, vu que c'est l'objectif de faire de la concentration, est-ce qu'au lieu de faire juste quelques minutes à la fin, est-ce qu'on ne pourrait pas faire 30 minutes? 1 heure, en effet, ça va être extrêmement difficile, mais peut-être 30 minutes au départ. On ne pourrait pas tous se réunir dans une école et on fait 30 minutes, on prend juste un coucher de soleil et on se concentre dessus. C'est possible. Il y a aucune contre-indication à faire ça. Ça nous ferait sans doute du bien. Déjà, par rapport à tous nos quotidiens frénétiques, le fait de pas avoir de nouvelles distractions. Alors, il faudrait mettre les téléphones, bien sûr, de côté dans cette activité. Sinon, ça marcherait pas. En général, c'est ce qu'on fait, bien sûr, quand on rentre dans un cours. Mais la difficulté, en fait, on serait confronté à plusieurs choses si on se fait tout de suite 30 minutes de concentration. Une, c'est en effet la position. Physiquement, c'est extrêmement difficile de rester assis avec le dos droit, parce qu'en fait, quand on est assis avec le dos droit, c'est beaucoup plus facile de se concentrer. Il y a un truc physiologique, énergétique, on met le dos droit, on est dans le meilleur état.
Personne ne représente un état actif, concentré, avec le dos fermé, replié sur soi. On a tous l'image un peu de quelque chose de vitalité, d'énergie quand la poitrine est ouverte, quand le dos est droit. Ça va avoir un tas d'effets positifs sur le niveau d'activité en fait. Donc être assis avec le dos droit, on sait que c'est fondamental. Mais on n'a pas l'habitude d'être assis au sol. On a tous des chaises, on a tous des canapés chez soi. En tout cas en France, ça marche beaucoup comme ça. Dans d'autres pays, ils sont avantagés sur la méditation parce qu'ils ont l'habitude de s'asseoir au sol. Ils ont l'habitude de déjeuner au sol, de dîner au sol, et donc ils vont avoir un grand avantage quand on va devoir en effet s'asseoir au sol pour méditer. Alors, on pourrait me dire, pourquoi pas méditer dans un canapé à ce moment-là? Et je dirais pourquoi pas. Pour débuter, si un jour on veut avoir une bonne sensation, on peut s'asseoir sur un canapé, sur une chaise, avoir le dos droit et faire notre exercice. Maintenant, ce qui va nous intéresser de façon plus profonde, c'est d'avoir une forme de capacité à faire ça par soi-même, peu importe les conditions, d'être capable d'être assis au sol, de faire différentes position et tenir cette position. Donc la difficulté elle va se situer là. Les gens vont souvent pallier à cette difficulté en prenant un petit coussin de méditation, un petit banc de méditation. C'est d'une certaine façon des palliatifs. Et pourquoi pas à nouveau? S'il n'y a pas de vrai ou de faux quand on est sur ces sujets de concentration. Ça peut faciliter. Et si la personne vraiment n'arrive pas à s'asseoir, je suis le premier à aller prendre dans notre salle quelque chose pour l'aider à s'asseoir, pour qu'il puisse avoir un vécu un peu de base de la technique qu'il est en train de faire. Maintenant, l'idéal, c'est d'entraîner suffisamment notre colonne vertébrale, notre bassin et nos jambes pour être capable de s'asseoir. Et c'est là, en effet, que tout le travail qu'on a fait avant de force, de souplesse, d'équilibre va en fait créer toutes les conditions pour qu'on puisse s'asseoir simplement avec le dos droit de façon très tranquille. Ok, donc du coup, la première difficulté, si on demande décider de faire 30 minutes de méditation, c'est la posture déjà s'asseoir. Physique. Et imaginons qu'on est avec des gens qui s'assoient facilement pendant 30 minutes. Est-ce que dans ce cas-là, tu leur conseillerais de faire 30 minutes de méditation? Quand on est dans un canapé, exactement de la même façon, alors on n'aura plus la difficulté physique, mais on aura deux autres difficultés, c'est émotionnel et mental. Émotionnellement, déjà, ça peut être très ennuyeux. Ou alors, on va être pris dans d'autres émotions, ça peut nous en renvoyer à d'autres choses. Donc, en fait, on va être dans une grande instabilité de par la difficulté de l'exercice. En fait, c'est comme si on voulait forcer notre mental on a compris qu'il faut qu'il se concentre et qu'il faut qu'il reste concentré pendant longtemps. Et donc, on va lui dire maintenant, allez, tu te concentres pendant 30 minutes et c'est comme ça. Et sauf que le mental, là, il réagit un peu comme un enfant. Il dit non. Toi, tu veux que je me concentre? Si tu essayes peut-être, Mounia, avec tes enfants, tu leur dis c'est comme ça, vous asseyez et c'est tout. Pas. Ça marche pas. Et notre mental, c'est la même chose. Tu vas lui dire tu te concentres pendant 30 minutes. Il va dire non. Et il va prendre tous les prétextes pour penser à autre chose. Il va faire des liens, il va divaguer, il va se disperser autant qu'il veut. Et toi, tu auras beau lui dire non, tu restes concentré. On va obtenir assez peu de résultats, en fait, en le forçant tout de suite à un exercice, en fait, qui est pas adapté peut-être à ce qu'on lui a exigé jusque-là. Jusque-là, il avait l'habitude de sauter d'un sujet à l'autre depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et maintenant, il dit, ah, ça y est, j'ai écouté le podcast, j'ai écouté la vidéo YouTube qui a dit qu'il fallait se concentrer. Tu vas te concentrer, ça va marcher. Ben, la tendance, c'est que le mental, il n'est pas en vie. Ou alors qu'il s'endorme. Donc, c'est soit on va être en pleine dispersion, soit on va être dans un état, en fait, de moindre lucidité qui est plus proche du sommeil. Et ni l'un ni l'autre, en fait, nous intéresse parce qu'on veut être pleinement éveillé, conscient, actif, tout en étant concentré. Donc, pour débuter, c'est plus intéressant d'avoir un exercice plus court, qui soit faisable à notre niveau. Ok, bah, c'est 2 minutes. On va négocier avec l'enfant. On va lui apprendre d'abord, assis-toi pendant 2 minutes. Et tu vas voir, ça va être agréable. Et l'enfant, il me dit, j'ai pas envie de m'asseoir. Mais il s'assoit 1 minute. Déjà, il est un peu turbulent, 2 minutes. Et il a dit, en fait, c'est intéressant. En fait, en m'asseyant 1 minute, 2 minutes, et puis après, on va lui donner sa récompense. L'enfant, il dit, tu as une glace, à quelque chose qu'il avait envie. Avec notre mental, la même chose. On lui dit, OK, aujourd'hui, c'est 2 minutes de concentration, méditation. Mais quand tu finis, on va discuter avec les amis, on va sortir, on va aller danser, on va aller sur les apps Instagram et compagnie. On va se blinder de notifications. Et sans être dans la répression, parce que c'est la même chose sur les notifications et téléphones. On peut se dire, ça fait pas du bien. J'ai vu la dernière vidéo sur le fait qu'il faut se déconnecter, mais on peut se dire, OK, maintenant, je supprime toutes les notifications. Oui, c'est un chemin, bien sûr, mais on peut le faire aussi de façon graduelle et éduquer un peu notre mental. Dire, OK, bah, peut-être de telle heure à telle heure, j'ai pas de notification, ou tel zap, j'ai pas de notification, mais continuer à lui donner un peu de sucre, un peu d'éléments qui lui font plaisir.
Et donc, ça va être cette négociation, en fait, très, très tranquille d'éducation, en fait, de nos pensées, mais d'éducation un peu bienveillante, par des stimulus positifs, dire, OK, c'est 2-3 minutes par jour d'entraînement de concentration. Et ce qui va faire la différence en termes de concentration, c'est beaucoup plus l'entraînement dans la durée que le fait de vouloir résoudre la question en une fois. On est en train de travailler sur l'essence un peu de notre expérience de la vie, en fait, d'être présent, d'être concentré, d'être attentif. Donc, c'est pas en 30 minutes qu'on va résoudre cette question, c'est un entraînement régulier. On va sentir les progrès assez rapidement, sur plusieurs mois, à partir du moment où on s'entraîne régulièrement. Régulièrement, ça peut vouloir dire, par exemple, 2 fois dans la semaine. On prend deux fois dans la semaine pour s'entraîner avec un bon entraînement d'1 heure, ou on prend 10-15 minutes quotidiennement. Mais en effet, ça va être plus intéressant de mixer les techniques et qu'à la fin, on ait un entraînement de concentration de 2-3 minutes et qu'avant, on booste la vitalité, on se décontracte pour arriver dans le meilleur état pour se concentrer. Et puis, mon retour d'expérience, donc moi, ça fait 5 ans que je pratique la De Rose méthode. Déjà, en 2-3 minutes, mon cerveau, encore aujourd'hui, il va plein de fois, il essaye plein de fois de sortir. Donc, j'ai envie de dire, déjà, si j'arrive pendant 2 minutes à rester concentré, après, peut-être que je passerai à 1 heure, mais que ça sert à rien de... C'est ça. Et en fait, il y a pas tellement d'enjeux à augmenter beaucoup ce temps de concentration. Après un certain nombre d'années, on peut passer de 2 minutes à 5 minutes, à 10 minutes. Ça a du sens de faire 20 minutes, pourquoi pas, mais c'est un peu la même chose que la course à pied, en fait. On va pas faire courir 2 heures quelqu'un qui a jamais couru 5 minutes. On va le faire courir 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et le jour où il s'entraîne et ça fait 5-10 ans qu'il s'entraîne, OK, on va aller courir un marathon ensemble. Là, c'est un peu la même chose. Sinon, le résultat, si vous amenez vos grands-parents dans le marathon, le résultat, il va pas être intéressant. Et donc, c'est pareil, en fait, pour notre mental. C'est vraiment une question d'entraînement régulier, de l'apprivoiser, de l'apprendre à se concentrer. Et après, pour ceux qui veulent faire mieux que mieux, qui veulent tout faire parfaitement et être les bons élèves, ils peuvent se rassurer parce qu'en fait, on peut entraîner la concentration dans toutes les autres techniques auparavant. On est déjà en train d'entraîner notre concentration, sauf que de façon plus ludique. Ah, là, je me concentre sur la respiration. Ah, là, je me concentre sur la position de souplesse, sur la position sur la partie du corps qui est en train de travailler. Là, je me concentre sur ma visualisation dans la décontraction. Donc, en réalité, toutes les techniques sont des techniques de concentration, sauf que sur des objets qui changent et qui sont plus ludiques, qui sont plus agréables que simplement prendre un objet et se concentrer pendant 1 heure. Ok, génial. Donc, si je récapitule, on fait de la respiration, des postures d'équilibre, de force et de souplesse, de la décontraction, et on termine par un exercice de concentration. C'est comme ça, en fait, qu'on pratique au niveau physiologique pour avoir plus de vitalité et être plus décontracté. C'est comme ça qu'on va débuter, en tout cas. Okay. C'est les premiers outils qu'on va mettre en place. Ce qui est super intéressant dans notre méthode, c'est qu'elle est très précise et très complète au niveau technique. Donc, on va encore rajouter des choses là-dedans. On va rajouter aussi des gestes. On va rajouter certaines vocalisations qui vont stimuler certaines parties du corps. Donc, on a un ensemble technique qui est encore plus vaste. On va rajouter des techniques de purification qu'on appelle les kriya. Donc, il y a encore d'autres éléments qu'on va insérer progressivement. Mais si déjà, on fait bien les techniques qu'on a posées ensemble aujourd'hui, une bonne respiration, une bonne position de force, souplesse, bien travaillé avec l'enchaînement qu'on a évoqué ici, longue décontraction, visualisation, concentration, pour les premiers mois, on est déjà au top. On est déjà pas mal. Et puis après, on découvre d'autres choses. Exactement. Après quelques mois, on passe au niveau 2, puis au niveau 3. On a plusieurs niveaux, en fait, pédagogiques qui vont faire qu'on va rajouter différents éléments, mais pour que ce soit... pour qu'on puisse en profiter, en fait. Je donne un exemple, même sur une technique. Chaque technique, en fait, elle-même va évoluer. Je donne un exemple de la technique de respiration. La première chose qu'on va apprendre en technique de respiration, c'est déjà respirer de façon plus profonde. Par le ventre. Déjà par le ventre, que le ventre se projette vers l'extérieur à l'inspiration et rentre à l'expiration. Physiologiquement, c'est pas que l'air elle rentre dans le ventre, c'est que simplement le ventre, en se projetant vers l'extérieur, va faire de la place au niveau des poumons pour remplir la partie basse des poumons. Donc, on apprend à inspirer, le ventre se projette vers l'extérieur, on expire, le ventre rentre. Ça peut être déjà un apprentissage de quelques séances. Ensuite, on apprend à faire une respiration complète. Donc, la base de la base en respiration, c'est d'apprendre à respirer de façon complète. Donc, en utilisant toute l'amplitude de la respiration. Et ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a appris ça, on va apprendre à mettre des rythmes dans la respiration, à voir qu'on a l'inspiration, la rétention avec air, l'expiration, la rétention sans air, qu'on peut jouer sur les proportions entre ces différentes phases. Donc, 1, respirer de façon plus profonde. 2, mettre un rythme dans la respiration. 3, on va pouvoir associer
respiration et visualisation. Comme je sais que c'est un thème qui te tient à cœur, on pourra un jour discuter plus de visualisation associée à la respiration. Et donc, on va avoir une profondeur dans la technique elle-même, en fait, au fur et à mesure des semaines de cours. Donc, apprendre déjà à respirer de façon plus ample, c'est déjà la base pour gagner en vitalité. Mais c'est le début, d'une certaine façon. On va pouvoir jouer avec tout ça pour gérer des émotions, pour se concentrer davantage. Et donc, c'est toute cette profondeur, en fait, de ramener de nouvelles techniques et profondeur dans la technique qui va faire que, on peut, en effet, comme toi, avoir 5 ans d'expérience, pour moi, 14 ans, et je me sens un peu débutant dans tout ça. Parce que, en fait, la respiration, on peut continuer à l'affiner, à prendre du plaisir dedans, à la développer, presque de façon presque infinie. C'est ça qui fait très plaisir, en fait, quand on travaille ces techniques-là. C'est qu'elles ont, en fait, une grande profondeur, même si simplicité. C'est pas qu'on va faire des trucs de ouf. C'est pas que les gens vont dire waouh, ils font telle chose en respiration, en position, comme tu posais la question tout à l'heure, et c'est pas faire des positions incroyables qui vont faire qu'on va aller plus loin dans une pratique, mais une certaine profondeur dans l'approche, dans la façon de ressentir, d'être présent, de visualiser, et ça, d'une certaine façon, on peut le développer presque à l'infini. Ok, génial. Et sur les techniques qu'on voit pas forcément au premier cours débutant, mais qu'on peut peut-être voir après. Moi, je voulais juste partager, peut-être que tu auras aussi des commentaires. Tu parlais des techniques de purification, donc Kriya. Très concrètement, donc il y en a plusieurs, mais il y en a une qu'on fait quand même souvent. Et ça demande quelques semaines, voire quelques mois pour apprendre à faire le mouvement. On apprend en fait à bouger le ventre d'une certaine manière pour masser nos organes. Et je sais que pour moi, ça a été une révélation dans mon quotidien et dans ma vie, parce que depuis que je fais ça, mon métabolisme fonctionne mieux et très concrètement, je digère beaucoup mieux. Avant, j'avais tout le temps mal au ventre. Et maintenant, j'ai plus du tout mal au ventre depuis que je fais ça tous les matins. Est-ce que tu veux commenter là-dessus? Oui, il y a un ensemble, en fait, dans ces traditions de techniques, d'exercices. Il y a toute une partie, en fait, qui prépare le corps aux positions. On a parlé des asanas, donc position de force, de souplesse, d'équilibre. Et en fait, il y a dans cette ingénierie, dans cette connaissance du corps, il y a des techniques qui vont préparer. Donc, en effet, une des techniques qui prépare aux techniques corporelles, c'est le travail sur les organes au niveau du ventre. Et c'est ce qu'aujourd'hui, un peu le terme qui est venu à la mode en anglais aujourd'hui, c'est stomach vacuum. C'est le fait de faire un peu un vide au niveau du ventre, l'estomac, et c'est apprendre en fait à tirer les muscles du ventre vers l'intérieur. On a l'habitude de contracter les muscles abdominaux. Là, c'est pas les contracter, c'est les relâcher en fait à l'inverse, et d'apprendre à tirer les muscles vers l'intérieur en créant comme un vide. C'est un peu comme si on voulait coller le ventre au dos en fait. On va essayer de créer un vide au niveau du ventre. Et une fois qu'on sait faire ça, on va apprendre à le faire avec mouvement, et un jour, on va apprendre à le faire avec mouvement latéral. En effet, ça prend quelques semaines, quelques mois, voire 1 an, 2 ans à faire la variation finale. Mais dans un premier temps, on va déjà avoir un premier exercice qui va en effet aller stimuler, aller encourager le fonctionnement des intestins, le fonctionnement de tous les organes au niveau digestif. Ouais. Et l'autre aussi technique qu'on fait dans des cours un tout petit peu plus avancés, mais donc c'est au bout de quelques mois pour quelqu'un qui découvrirait, c'est le puja. Alors, c'est pas exactement ça, tu vas sûrement beaucoup mieux expliquer, mais c'est une sorte de pratique de gratitude et de remerciement préalable, et qui effectivement, donc déjà en tant qu'occidentaux, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude de remercier ou de ressentir de la gratitude alors qu'on n'a même pas commencé le cours, quoi. Enfin, c'est au tout début du cours. Et moi, ça me passionne cette idée de ce sujet de gratitude parce que par ailleurs, c'est très à la mode et à juste titre. Des exercices un peu de routine de gratitude où chaque jour, moi par exemple, j'ai un journal où chaque jour j'écris des trucs pour lesquels je me sens reconnaissante. J'écrivais il y a pas longtemps sur ce sujet en disant c'est pas du tout naïf en fait. Maintenant, encore une fois, ce qui est passionnant, c'est quand aujourd'hui on est à une époque, je suis trop contente de vivre au XXIe siècle parce qu'on est à une époque où l'imagerie cérébrale, la science permet d'observer des choses et notamment la gratitude. On peut voir ce qui se passe dans le cerveau quand on ressent de la gratitude et c'est formidable. C'est un excellent médicament et c'est un excellent outil. Et là, ce que je constate, c'est que dans notre pratique donc de Rose Méthode physiologique dans nos cours, il y a une pratique qui s'apparente à de la gratitude. Donc je me dis, c'est quand même bien foutu cette affaire. Qu'est-ce que toi tu pourrais commenter sur ce sujet un peu du puja ou de la gratitude?
Ça vient en fait d'un autre prisme culturel. C'est pour ça que parfois, et en effet, tu as raison, dernièrement, il y a beaucoup d'études physiologiques, scientifiques sur ce sujet qui en montrent en effet un peu les tenants et les aboutissants. Mais au départ, c'est pratiqué en effet depuis des siècles et des milliers d'années, simplement sous un autre prisme culturel. C'est-à-dire qu'en Occident, on a l'habitude de remercier quand on est très content de quelque chose qui s'est passé. À la fin d'un cours, l'élève dit merci si vraiment il est satisfait. C'est-à-dire, à la fin d'un semestre, on offre peut-être des chocolats au prof, et encore dans certaines situations, si vraiment le prof a été exceptionnel. Et en fait, en Inde et de manière un peu plus générale en Orient, il y a l'habitude inverse, de remercier avant. Le prof s'est déplacé, est là, et on va le remercier pour sa présence et pour ce qu'il va transmettre. Et donc, on se met dans une position de donner, d'offrir, de montrer de la gratitude avant que les choses arrivent. Et ça va changer en fait le rapport qu'on a à l'apprentissage. Donc, ils ont l'habitude, en fait, de façon très simple en Inde, de faire un cadeau, d'offrir quelque chose à leur professeur avant de démarrer. Et en Inde, ça va se faire de façon très simple. Ça va se faire à travers des sucreries. Ça va être, ils vont apporter une boîte de, je sais pas, de gâteaux ou autre à leur professeur avant de donner un cours. Et on parle là de n'importe quel cours. Hein. Ça peut être un cours de piano, ça peut être un cours de chant, ça peut être peu importe l'enseignement qui va être donné, on a l'habitude de remercier avant. Et donc, on va mettre ça en pratique. Nous, on va pas. C'est quelque chose qui vient du côté de l'élève. C'est pas le professeur qui a dit il faut que tu m'apportes des sucreries avant de commencer le cours. C'est pas du tout dans ce sens-là. Mais l'élève peut développer en effet ce remerciement. Et dans notre cas, on va faire un remerciement mental en fait. On va se mettre dans des. Oui, c'est mental. On va pas te ramener des chocolats à chaque cours. Et ni à moi, c'est pas tellement vis-à-vis du professeur lui-même. C'est plutôt que l'élève se mette dans une posture en effet de gratitude. Ok, je suis en train de recevoir ça. Dans quelle disposition en fait je suis en train de suivre ce cours? Est-ce que je viens juste suivre ce cours et déjà je me sentais pas bien en arrivant, je veux juste qu'on me règle mes problèmes et j'ai payé, donc réglez-moi mes problèmes. Et donc on parlait ensemble de la question de faire pour le plaisir, de faire pour faire, et que c'est ça qui allait en fait donner la profondeur. Et d'une certaine façon, c'est une bonne façon justement de se dire ok, je fais parce que je suis content d'être là, parce que j'ai envie d'offrir aussi quelque chose et pas juste de recevoir. Et ça va nous mettre dans des bonnes conditions pour aller plus loin en fait en termes de présence et de concentration. Super. Et du coup, donc, finalement, un élève qui découvre la Duros méthode, il va commencer par donc des cours pratiques. Alors au début, ça va être respiration, posture physique, décontraction et concentration. Ensuite, on va ajouter le remerciement, on va rajouter, on a parlé de la purification, là, du mouvement du ventre. Il y aura peut-être d'autres choses, mais est-ce que c'est juste ça, la Duros méthode? Est-ce que c'est juste ça? Oui et non. Oui, en fait, comme je pense, ça va dépendre pour qui, en fait. Et si la personne, elle est contente avec ces techniques-là, oui, c'est juste ça pour elle, mais c'est déjà énorme, en fait. C'est déjà énorme. Ça peut être juste là une respiration pour une personne et elle va se plaire là-dedans. Après, la boîte à outils, elle est un peu plus large dans ce que je disais au début, il y a un pilier pratique, technique et un pilier de concept de comment est-ce qu'on amène ces outils-là dans le quotidien. Mais je dirais c'est juste que ça, mais c'est déjà énorme et c'est surtout avec une perspective et l'expérience des années de comment est-ce qu'on utilise ces outils dans la vie quotidienne. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que toi, ça fait 14 ans et que rien que dans la technique de la respiration, tu vois bien que tu peux aller beaucoup plus loin encore. Donc déjà, c'est très profond. Et aussi que l'objectif n'est pas juste de respirer de façon profonde pendant un cours. Mm-hmm. L'objectif est de respirer de façon profonde dans la journée. Et par exemple, quand on va être sous le coup de l'émotion et quand on va être sous le coup du stress, que notre respiration naturellement s'accélère, être conscient de ça pour reprendre une respiration plus profonde, ça va être un des éléments, un des ponts qu'on va commencer à avoir. Donc d'une certaine façon, l'objectif, il est se sentir bien, il est se réaliser, il est vivre bien. Mais ça, c'est un objectif qui transcende les outils en fait qu'on a, que chacun peut avoir. Donc chacun va y mettre un peu en fait ce qu'il recherche. Et en fonction de ça, on va accompagner nos élèves à voir comment ils peuvent utiliser en effet ces outils physiques, émotionnels, mentaux, en fonction des objectifs qui se fixent. Si j'ai envie d'être plus performant, qu'est-ce que je peux faire? Comment utiliser la concentration pour être plus performant? Si j'ai envie de mieux gérer mes conflits au travail, qu'est-ce que j'ai comme outil pour gérer ça? Et donc, on va d'une certaine façon avoir toute une partie qui s'apparente au coaching,
dans le sens où on a des éléments à apporter de réflexion, d'échange avec les élèves, d'atelier, mais qui est beaucoup plus en mode apporter des outils et apporter un cadre, apporter un espace où les gens peuvent échanger entre eux et réfléchir entre eux, plutôt qu'apporter des solutions toutes faites. Et puis il y a un petit côté, moi je peux témoigner dans l'accompagnement que vous proposez aux élèves, qui est plus justement sur du long terme. En fait, c'est plus une école justement que justement ça aurait pu être un institut de coaching entre guillemets. Non, et je trouve que c'est assez différent dans le sens où c'est comme si c'est une école où j'apprends au fur et à mesure des outils, donc au départ qui sont physiologiques, mais ensuite comment est-ce que je les mets en pratique pour être plus performante, pour me sentir mieux, pour régler mes conflits au travail, mais que j'apprends au fur et à mesure. En fait, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est du long terme. C'est pas je vais venir, j'ai un problème, je vais le régler et je repars. Ouais, c'est vrai qu'on a cette grande différence par rapport au coaching qui est extrêmement performant, efficace, mais souvent sur une mission donnée, on nous donne une mission et moi-même j'ai fait beaucoup d'accompagnement coaching, donc c'est assez gratifiant le fait d'arriver, on a un problème, on résout le problème, on est content. Là, en effet, c'est beaucoup plus un travail de comment est-ce qu'on se sent bien ensemble et aussi, comme on le posait dans l'épisode précédent, de pas trop réfléchir non plus aux résultats. Contrairement au coaching où on est focalisé uniquement sur le résultat, là, le focus, c'est aussi de prendre du plaisir ensemble, de venir suivre un cours, de prendre un chai ensemble, de prendre un thé, de se poser, de créer des amitiés. C'est aussi ces éléments-là qui vont faire qu'on va se sentir bien et on va se sentir réalisé parce que tout simplement, on fait ce travail sur soi, mais de façon plaisante, en fait, agréable. C'est pas une contrainte où on se force pas à venir à un cours, on le fait par plaisir. Et c'est ces liens, je pense qu'on va créer et soi-même à travers la pratique, on va créer un lien profond avec les techniques, mais aussi un lien avec ses collègues, avec les autres élèves qu'on va rencontrer par ailleurs, qui va faire en fait que globalement, oui, c'est un travail un peu sur le long terme de connaissance de soi. Génial. Et du coup, où est-ce qu'on peut vous trouver si des gens écoutent cet épisode et qu'ils ont envie de tester et de prendre un cours? Alors, on vient d'ouvrir notre nouveau local il y a 2 mois, au 28 rue Chapon. Donc 28 rue Chapon dans le 3e, donc on est juste à côté de Beaubourg. Et le nom du coup de notre lieu s'appelle Ground to Grow. D'accord. Et donc il y a un studio où les gens pratiquent les cours. Exactement. Les gens peuvent venir. Il y a une partie, on fait café, restaurant, et une partie justement cours, yoga, méditation, respiration. Et justement parce que ça nous tenait à cœur d'avoir ces 2 éléments, un lieu plus convivial pour partager du temps ensemble, pour faire des ateliers. Et une partie plus cours pratique. Et donc, ça veut dire que la partie café-restaurant, elle est ouverte au public et on peut venir, même si, par exemple, on se sent pas pour l'instant de faire un cours, de venir prendre un café, essayer de poser quelques questions, de discuter ou juste prendre un café et parler à la personne. Complètement. On est complètement en mode coffee café, shop. Ouais, okay. Exactement. Okay. Juste pour se faire plaisir de boire un bon café, un bon latte. D'accord. Ok, donc déjà on peut commencer par venir prendre un bon latte et on avisera. Avec plaisir, oui, pour recevoir les gens dans notre café. Génial. Et pour les gens qui habitent pas à Paris, qui sont en province ou à l'étranger? Oui, on fait aussi tous les cours pratiques et ateliers sont tous retransmis online. Donc oui, on faisait déjà ça depuis des années, mais ça s'est beaucoup développé depuis 2-3 ans. Donc on a beaucoup de gens qui nous suivent en étant à distance. Il suffit de nous contacter, de nous envoyer un message pour accéder à la plateforme online. Et en rentrant déjà sur notre site internet, on peut avoir accès aussi aux cours online. Donc, ils peuvent rentrer sur notre site derose-pariscentre.fr, donc derose, D-E-R-O-S-E, pariscentre.fr, et avoir les infos, que ce soit pour le online ou le présentiel. On va mettre tout ça dans le transcript de l'épisode pour que les gens puissent avoir les informations. Je te remercie beaucoup, Jonathan. C'était super clair. C'était un plaisir, Mounia, d'avoir cet échange avec toi et d'avoir pu répondre à ton invitation. À bientôt. À bientôt.